Bien, bonjour et bienvenue à tous dans la suite de nos émissions autour de l'actualité du secteur. Nous vous proposons aujourd'hui un thème qui peut paraître éloigné des métiers traditionnels, des préoccupations quotidiennes des bailleurs et de leurs collaborateurs et même de la vie de certains habitants. Pourtant, il n'en est rien, comme vont le démontrer nos invités, à condition bien sûr d'accepter que le logement et plus encore le logement social joue un rôle déterminant dans les parcours individuels, familiaux, relationnels de chacun de ses occupants, qu'il participe de ses actions, de ses choix, de ses contraintes aussi, et qu'il contribue ou pas à son bien-être. C'est bien ainsi qu'il faut entendre le thème de la santé, choisi pour cette nouvelle rencontre de l'AFPOLS en son sens le plus large. Il sera question donc des conditions de vie, d'inégalités sociales et économiques, mais aussi d'environnement favorable et de nouveaux services. Patrice Tillet, que je salue, est notre intervenant, directeur général du groupe Arcade Vive, acteur important du logement social, qui a fait le choix d'inclure la santé dans ses priorités. Nous lui demanderons donc pourquoi, comment, et nous verrons surtout avec lui quelles sont les suites prévues par son organisme. Son discutant, on m'avait dit, Patrice Tillet, que vous aimiez bien ce terme, absolument, s'appelle Yankel Fijalkov. Il viendra dialoguer avec vous. Donc, il est urbaniste, sociologue de l'habitat, très bon connaisseur de ces questions, professeur à l'École nationale d'architecture de Paris-Val-de-Seine. Il a effectué une recherche récente sur les inégalités sociales de santé dans l'habitat, ce qui l'a conduit à enquêter auprès de différents organismes, dont de sociétés de votre groupe Arcade Vive. Voilà, on va démarrer donc avec vous. Qu'est-ce que le groupe Arcade Vive ? Je vais peut-être vous épargner de le résumer, mais je vais le faire rapidement. 40 organismes tout de même, représentant 215 000 logements, dont 25 000 en résidence spécifique. Et 3 dates clés, on s'arrêtera là-dessus. 2019, le rapprochement donc avec le groupe Vive, premier acteur mutualiste, on le rappelle, de la santé et de la protection sociale. 2022, création d'un label logement santé appliqué à la construction neuve, donc 40 engagements que vous détaillerez peut-être, pas les 40, mais on donnera l'essentiel. 2025, ce label logement santé s'étend à la réhabilitation. Là encore, vous nous direz pourquoi. Et enfin, 2026, nouveau projet stratégique pour aller plus loin avec de nouveaux services que nous allons détailler. Ce label, donc il y a 5 ans, qu'est-ce qui vous a conduit à le décider, Patrice Tillet ? Alors bonjour à toutes et à tous, merci Dominique de nous offrir cette opportunité de discussion. Je crois que la première origine, c'est quand même celle du regroupement d'un groupe de l'immobilier abordable avec le premier groupe de santé en France, mutualiste comme vous l'avez bien dit. C'est peut-être pour certains apparu comme la carpe et le lapin. Qu'est-ce qu'ils allaient faire ensemble sur ce chemin ? Et très rapidement, on avait une conviction côté Arcade et côté groupe Vive, c'est que le logement est un déterminant de la santé. Et ça, c'est, alors Yankel nous le confirmera, j'espère, documenté. Il y a une étude publiée dans le Lancet il y a peu de temps, en octobre dernier, qui le disait à travers des recherches fondamentales, expliquant véritablement que les conditions de logement avaient un impact sur la santé. Donc, dès la réunion de ces deux acteurs majeurs, l'un de la santé et l'un du logement, l'objectif c'était de dire nous allons pouvoir, par notre activité de bailleur social, améliorer la vie par l'habitat. Quand vous dites que le logement et la santé sont liés, on va le démontrer et puis on le voit déjà, est-ce que c'est aussi parce que quand même le public, les habitants des logements HLM sont de conditions modestes ? Alors absolument, c'est presque la double peine. Point de départ, ouais. Voilà, donc c'est de se dire, ce sont des publics qui peuvent être vulnérables économiquement, et cette vulnérabilité économique va renforcer une vulnérabilité en termes de santé, au-delà même d'une vulnérabilité en termes de bien-être. Donc c'est toute la question de l'arbitrage financier. Est-ce que je mets l'argent pour payer mon loyer ? Est-ce que je mets l'argent pour ma santé, pour l'éducation de mes enfants ? C'est tout ce sujet. Et on observe effectivement que, assez souvent, la santé est mise de côté par rapport à d'autres arbitrages budgétaires. Et puis ensuite, il y a tous les enjeux de maladie mentale, de nécessité de soutien psychologique dans lesquels l'attention à soi, le repli sur soi, l'attention à sa propre santé, à la santé de son environnement proche, les enfants, les parents, le conjoint, vont finir par s'étioler et perdre du sens par rapport à d'autres préoccupations.
Donc c'est aussi pour ça que nous voulons œuvrer. Disant cela, vous élargissez le terme de santé au bien-être, on l'a dit dans le titre, c'est d'ailleurs là-dessus que nous sommes. Ça veut dire aussi conditions de vie, donc d'alimentation, la solitude, vous en avez parlé, qui est un élément important, l'âge, bien entendu, absolument. Les déplacements, pas toujours commodes, l'éducation, y compris celle des enfants, et pour être plus positif, les conditions d'environnement, il y en a qui sont beaucoup plus favorables, et on voit tout de suite les effets sur la santé. Peut-être une question pour vos collaborateurs. Quand vous avez pris cette décision, comment l'avez-vous prise? Les avez-vous consultés avant? Lesquels sont entrés rapidement dans le processus? Lesquels n'ont pas bien compris la démarche? Alors, déjà, c'était un sujet d'actionnaire, pour des raisons stratégiques, de dire, dans le moment où il y a une reconfiguration, et je sais qu'ici, on connaît ce sujet-là, une reconfiguration, une organisation du tissu des organismes HLM qui interroge, adosser un groupe HLM à une mutuelle, ça avait un sens politique très fort, au-delà des sujets de gouvernance. Le sujet était aussi financier. Le groupe Vive a apporté des capacités financières au groupe Arcade, enfin, il faut le dire. Donc c'était vraiment un enjeu aussi stratégique d'actionnaires. Et très vite, les collaborateurs, les parties prenantes ont compris que la santé, c'était un enjeu majeur. Et quel est le collaborateur qui, aujourd'hui, nous dirait « mais je ne comprends pas pourquoi on doit se préoccuper de ce sujet-là ». Pour autant, et ça c'est passionnant, et j'y reviendrai peut-être en parlant de « et demain », c'est que les collaborateurs disent, et là c'est tout l'enjeu de symétrie des attentions, nous, on veut bien travailler sur la question de la santé et du bien-être des locataires, des usagers. Vous penserez à la nôtre aussi. Et ça veut dire que pour nous, c'est un challenge double. C'est avoir cette symétrie des attentions pour les locataires que nous logeons, mais aussi pour nos collaborateurs qui délivreront le service autour de la santé et du bien-être que s'ils ont le sentiment que dans notre groupe, leur propre santé, leur propre bien-être est prise en compte. Remarque que l'on peut retrouver sur d'autres thèmes d'ailleurs que nous avons à traiter ici. Autre question, toujours sur les collaborateurs, est-ce que les plus impliqués ont été ceux qui étaient le plus au contact des habitants, ou est-ce que vous avez réussi à responsabiliser ou à intéresser l'ensemble de votre personnel? Alors ça, c'est une question très, très pertinente et la réponse n'est pas celle que vous attendez, parce que j'imagine que vous pensez que c'est ceux qui sont le plus en proximité. Et en fait, on a commencé par un label sur la production neuve. D'accord. Donc, j'allais dire, je vais être démenti par Yankel, mais inévitablement, les équipes de maîtrise d'ouvrage, ils ne voient pas très souvent des locataires. Ils en voient certes, mais moins qu'un gardien, moins qu'un chargé de secteur, moins qu'une conseillère en économie sociale et familiale. Donc, nous, on est parti de l'objet construction neuve pour avoir un label sur des nouveaux services et des nouveaux produits logements qui sont adaptés. Donc, c'était plutôt des collaborateurs qui étaient relativement éloignés. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une pensée pour l'habitant futur, bien évidemment. Et c'est ils ne l'observent pas tous les jours. Absolument. Voilà. Mais on est parti de ce côté-là. Donc, c'est-à-dire qu'on a embarqué d'abord des collaborateurs qui n'étaient pas les plus en proximité. Mais du coup, dans leurs travaux, ils ont dû aller voir leurs collègues qui étaient plus en proximité, qui connaissaient mieux les attentes des habitants, aller se frotter à des amicales de locataires pour se dire, tiens, qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Puis aller se confronter aussi, ça c'est notre chance dans notre groupe, à des spécialistes des sujets de santé, d'urbanisme de la santé, de conception du logement, qui sont au sein du groupe Vive et qui sont des partenaires du groupe Vive, groupe de santé, pour confronter leur vision. Donc en fait, c'est plutôt des gens qui étaient relativement éloignés du sujet, qui ont été intéressés d'abord, et ça a permis de faire des grandes coopérations. Alors, autre question avant d'en venir au partenariat et peut-être aussi à l'ingénierie financière, dans ça compte, vous l'avez dit. Les habitants eux-mêmes, comment ont-ils été impliqués dans le processus? Avez-vous fait des réunions nombreuses? Avez-vous surtout travaillé avec les associations? Avez-vous eu des réactions un peu négatives ou surprises, on va dire? Bien sûr. Évidemment. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce label, notamment sur la construction neuve, a été conçu vraiment par nos sociétés sur les territoires avec l'appui des services support du groupe et du groupe Vive. Mais pour autant, on est allé chercher de l'ingénierie, de l'imagination, de la créativité au plus près des territoires et les besoins n'étaient pas tous les mêmes. Alors très souvent, on nous embarquait dans un monde qui ne s'intéressait qu'à la question du maintien à domicile des seniors. Donc, il a fallu sans arrêt élargir la focale. Et c'est pour ça que c'était intéressant d'interroger les locataires. Ça fait partie des priorités, ça, le maintien à domicile des seniors. Si on donne un ordre des préoccupations des habitants. Nous ne voulons pas être stigmatisés sur ce sujet-là. D'accord. Parce qu'en fait, pour le coup, je pense que le logement social, et vous le savez ici à l'AFPOLS, est plutôt
pas mauvais sur ce sujet-là. Donc, ce sujet est vraiment pris en compte par tout le monde. Donc, se dire, on va se positionner fortement sur un sujet sur lequel tous les acteurs du logement social sont déjà positionnés avec beaucoup d'engagement et de responsabilité, je pense que ce n'était pas forcément le bon outillage. Et pour autant, on sait bien qu'on va être confronté à la santé mentale de nos habitants, aux questions des maladies chroniques. On va arriver à un moment où 25% des Français seront atteints d'une maladie chronique. Comment est-ce qu'on le prend en compte ? Une maladie chronique, c'est à 6 ans, c'est à 12 ans. C'est à 25 ans. Donc, on ne voulait pas avoir une focale exclusivement sur la question des seniors. Et juste en lien avec la démographie actuelle qui va vers le vieillissement, etc. Vous ne vouliez pas être enfermé ? Non, parce qu'on sait aussi que les jeunes n'ont plus accès ou ont de plus en plus de difficultés pour accéder à un logement abordable. Donc, si on voulait se spécialiser et donner à voir qu'on ne s'intéresse qu'aux seniors, ce qui m'est souvent dit, mais tu sais, le logement santé, nous aussi, on en fait. Puisqu'on loge aussi les seniors, on fait des choses bien. Je dis, c'est génial, c'est super, il faut que tout le monde le fasse. Mais nous, on a élargi la focale très largement. D'accord. Et les habitants eux-mêmes vous ont un peu poussé à le faire ? Je veux dire, vous parlez des jeunes, par exemple. Alors, les jeunes, pour en avoir discuté avec des gestionnaires et avec des jeunes qui sont dans des résidences universitaires ou résidences d'étudiants, souvent ils nous disent mais nous, on a été arrachés de notre territoire, de notre schéma de solidarité familiale, amicale, parce qu'on va faire nos études ailleurs, à un endroit où on ne connaît personne. Et du coup, on se sent isolé. C'est vrai qu'on pourrait être tenté par des addictions, prendre des mauvais réflexes d'alimentation, parce qu'il n'y a plus maman qui prépare les bons repas. Donc, tous ces sujets-là, finalement, on se rend compte qu'on fait moins de sport parce qu'on allait faire du sport, parce qu'on avait des copains, alors on n'en a plus. Donc, ils nous interpellent sur ces sujets-là. Et pour nous, c'est important. On pense que les jeunes, c'est les grands oubliés de l'après-Covid. Et dans le logement aussi, parce qu'on est orienté exclusivement sur la question des seniors. Et c'est pour ça que je dis, on élargit la focale, on réfléchit avec des acteurs de ce sujet-là pour se dire, on voudrait packager, et le président du groupe, lui, va être très attentif sur le sujet, dire, avoir un pack de services dédiés aux jeunes sur ces sujets de lutte contre les addictions, l'isolement, la mauvaise alimentation, et puis reprendre ou prendre une activité sportive qui soit salutaire. On est dans des enjeux de prévention de santé aussi. Oui. Pour nous, c'est extrêmement important d'être un acteur de la prévention sur ces thématiques-là. Bien sûr. Je voulais justement revenir peut-être, on est déjà presque sur le bilan de ces premières années de travail que vous jugez positives, j'imagine. Quelles sont les actions, au fond, les plus réussies et celles qu'éventuellement vous avez dû abandonner ? C'est très intéressant ce que vous faites comme parallèle entre la population plus jeune et la plus vieillissante. Alors, je commence par les réussites, comme ça c'est plus sympa. Les réussites, c'est cette promesse que l'on fait qui est portée par nos collaborateurs. Je pense que c'est vraiment irrigué au sein de nos équipes. Et on voit maintenant aussi que les collectivités locales, les élus, les partenaires, le monde associatif, j'en rencontrais encore ce matin, sont très, très intéressés et veulent être en partenariat avec nous. Là, on vient de lancer un appel à manifestation d'intérêt avec le groupe Vive sur les sujets d'alimentation, avec des associations présentes sur le territoire. Donc, éminemment liées à la santé, évidemment. Absolument. Et du coup, on voit qu'il y a tout un écosystème qui était peut-être un peu marginal dans le logement abordable, qui est en train de se structurer autour de nous, avec nous, sur cette impulsion qui est portée. Donc ça, c'est vraiment un sujet important. On a un sujet dont on est particulièrement fier aussi, c'est l'écoute habitant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul bailleur en Europe qui propose H24, 7 jours sur 7, une ligne téléphonique avec des psychologues au téléphone. Des gens qui vous aident si vous avez une problématique liée au logement, mais aussi beaucoup plus large, sur l'aide à la mise en œuvre de vos droits, mais aussi en soutien psychologique. Nous sommes les seuls à proposer ça, et pour avoir vu cette plateforme téléphonique et discuter avec les psychologues, moi je suis assez fier qu'on puisse apporter ce type de service-là à ses habitants. Vous avez évoqué à plusieurs reprises la santé mentale et la maladie, l'habitant malade, ce qui n'est pas la même chose que celui dont vous vous préoccupez en termes de bien-être, alimentation, voyage, vie familiale, etc. Comment arriver à faire la différence entre les deux ? Est-ce que les uns prennent un peu le pas sur les autres ? Non, santé mentale, c'est un vrai problème, parce qu'à la limite, être dans un logement social n'est pas forcément toujours leur place. Oui, mais faisons en sorte que cette place est peut-être mieux accompagnée chez un bailleur social qu'ailleurs, sans accompagnement, visibilité, soutien, appui. Parce qu'on sait très bien que sinon, la solution, c'est l'hospitalisation, et que ce n'est pas une réponse particulièrement pertinente pour tout le monde. En tout cas, nous. Et puis en même temps, il y a des degrés.
sur ces problématiques-là. Et puis, c'est pas en continu. Il y a des affections ça peut être une dépression temporaire parce qu'il y a eu un événement dans la famille. Alors, nous, on approche toutes ces dimensions-là. C'est-à-dire que quand à un moment, on a un locataire qui exprime une certaine difficulté, ou on le voit, il ne l'exprime pas, il ne paie plus son loyer. Nous, on va commencer par poser la question, est-ce que vous n'auriez pas une difficulté liée à un problème et on essaye de tisser le lien. Et avant d'entrer dans le contentieux ou dans le... Voilà, et on peut faire appuyer avec notre plateforme téléphonique et ce soutien psychologique qu'on peut mettre en œuvre et qui est pris en charge par les mutuelles. Il faut savoir qu'un Français sur 5 est couvert par une mutuelle du groupe Vive. Et notre plateforme qui s'adresse à nos locataires est la plateforme des mutuelles et d'un groupe de santé. Donc avec cette approche bienveillante de l'économie sociale et solidaire, pour nous c'est extrêmement important. Donc ça c'est vraiment une marque de fabrique qui nous est très, très propre. Hein. J'espère qu'un jour on pourra l'élargir à d'autres bailleurs que ceux du groupe Arcade Vive. En tout cas aujourd'hui c'est ce que nous déployons, ce que nous essayons aussi de renforcer, d'améliorer pour le bien des habitants. Il faut savoir aussi que beaucoup de Français ne disposent pas d'une mutuelle. Absolument, mais en tout cas, un Français sur 5 est couvert par une mutuelle ou une assurance du groupe Vive. Donc, on fait en sorte d'avoir, nous, une double responsabilité par ces deux aspects. On les loge et on les couvre, on les protège. Donc, on les protège de deux manières, par l'habitat, par les services et puis par leur propre assurance ou mutuelle. Vous avez commencé par ce qui marche bien, tant mieux. Les actions sur lesquelles vous aimeriez voir un peu des progrès ou que vous avez éventuellement abandonnées ? Alors, il y a certains sujets sur lesquels, effectivement, on n'a pas eu forcément de réponse. Mais en même temps, c'est toujours adapté à des questions, j'allais dire, plus locales, territoriales, d'écosystèmes. Notamment, on souhaite aussi apporter des services avec des associations, un peu faire du design de services avec des associations. Et c'est vrai que sur certains immeubles où on avait prévu de l'animation sportive, on avait prévu de l'animation avec des pieds d'immeubles équipés de potagers pédagogiques, mais en même temps pour travailler sur la question de l'alimentation, on voit quand même que c'est un travail compliqué. Puis les collectivités qui nous accompagnent beaucoup, qui sont très prescriptives de nos solutions, et tant mieux parce que c'est là où on trouve le foncier et les maires signent les permis de construire, ils disent moi je veux... Il y a un maire de l'agglomération de Montpellier qui m'a dit Patrice, entre j'affiche que je fais 40 logements sociaux ici ou 40 logements santé, dans le premier cas j'ai des pétitions, dans le deuxième cas j'ai des demandes de logement. Vous voyez la différence. Donc pour nous, c'est intéressant. Et derrière, ils nous accompagnent. Mais on voit, il y a des élections municipales demain, ou après-demain. Ça veut dire que ce partenariat peut être remis en cause. Et le modèle économique est aussi parfois difficile à trouver. Donc sur ces accompagnements, il peut y avoir des difficultés. On avait mis en place aussi du soutien scolaire. Partant du principe, ça faisait partie du bien-être, la sécurisation des parents en disant on peut vous accompagner dans le soutien scolaire. On voit qu'à certains endroits, ça fonctionne et sur certains endroits, ça ne marche pas. Et que certaines de nos sociétés disent non mais on ne va pas aller jusque-là. Donc ça c'est intéressant aussi, c'est de se dire jusqu'où nous devons aller et pour autant laisser nos sociétés sur les territoires sur lesquels il y a une vraie envie d'aller un petit peu plus loin, de pousser les curseurs. Donc ce label et ce bouquet de services, finalement, il est à géométrie variable en fonction des écosystèmes repérés par les bailleurs. Vous avez parlé des jardins au pied d'immeubles. Ça me donne l'occasion de rebondir sur un sujet que nous avons traité juste avant celui-ci, sur la biodiversité, où il a été dit par le chercheur qui travaillait sur ces questions qu'avoir une vue sur un jardin ou voir entendre des chants d'oiseaux ou avoir un paysage assez attrayant proche de la nature pouvait améliorer grandement la santé, beaucoup plus que si on a une vue sur la rue ou sur de grands immeubles en face. Vous l'avez observé aussi ? Ça fait partie des choses que... Alors ça, c'est documenté... Le document que vous connaissez, bien sûr. Scientifiquement, et certaines collectivités, je crois que c'est dans le cadre du PLU de l'agglo de Nantes, par exemple, où il y a une règle de cette nature-là, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir avoir de la verdure à moins de tant de mètres, avoir un square à moins de 300 mètres. Alors, c'est la règle des 30-300 ou 20-200 avec ces prescriptions-là. Surtout la vue que l'on peut avoir de chez soi. Et absolument. Donc ça veut dire aussi que dans des villes qui se densifient, qui s'intensifient de manière architecturale, et peut-être que Yankel nous en parlera, c'est vrai qu'on va avoir cette vraie confrontation. Et nous, on embarque ce sujet-là à travers la santé. Pour nous, la santé, c'est la santé commune, individuelle, collective et environnementale. Et du coup, on embarque la biodiversité partant du principe qu'elle va pouvoir
permettre de lutter contre les îlots de chaleur, par exemple, apporter des solutions aussi pour la biodiversité et en même temps pour la qualité de vie des habitants. Je ne sais pas si vous avez entendu à Paris, là, les premiers merles que nous avons entendus dès ce week-end. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Ils sont revenus. Voilà, ils sont revenus. Ça m'a fait plaisir. Je ne sais pas si ça a développé de la dopamine chez moi, mais ça m'a fait du bien. Et je suis à peu près convaincu que ça marche avec beaucoup. Alors, Patrice, venons-en au partenariat que ce projet implique à l'ingénierie financière. Là aussi, peut-être un bilan, les points forts, les points faibles. Le montage a été compliqué parce que c'est parti, comme vous l'avez dit, 2019. Bien sûr, c'est compliqué sur, j'allais dire, 2 angles. Et vous le savez parfaitement ici. L'équation économique de la production de logements sociaux est quand même compliquée. Des mises de fonds propres de plus importantes, des opérations qui sont quasiment plus équilibrées et qui trouvent un équilibre financier à 10, 15, 20 ans. Donc, c'est absolument problématique. Et du coup, nous, on ajoute une complexité parce que nos programmes labellisés logement santé, on ne les achète pas en VFA des promoteurs. Nous les construisons nous-mêmes parce qu'un promoteur n'accepterait pas ce cahier des charges. Pour en avoir parlé au dernier congrès HLM, il y a beaucoup de promoteurs qui voulaient mon cahier des charges. Je dis, c'est même pas la peine. Oui. Vous ne trouverez pas l'économie du projet. Et du coup, effectivement, nous avons des projets qui sont plus coûteux. On l'a identifié. Et dans ceux qui sont le mieux maîtrisés, on a un surcoût de 3%, ce qui est finalement assez modéré, et ça peut aller jusqu'à peu près 10%. Parce que quand on demande systématiquement dans nos logements labellisés, logements santé, d'avoir des escaliers, une montée d'escalier éclairée naturellement, aménagée, équipée, confortable, pour inciter les locataires à prendre les escaliers, parce que ça permet de travailler sur le cardio-training, les articulations, c'est important. Mais si c'est une cage d'escalier exiguë, sombre, en béton brut, avec un interrupteur qui ne marche jamais, personne ne va prendre l'escalier, et nous les premiers. Mais du coup, ça veut dire qu'on met plus d'espace pour ça, qui n'est pas un espace qui génère du loyer. Donc, inévitablement, on a des surcoûts. Quand on impose d'avoir un local, vous vous rappelez, les locaux communs résidentiels du bon temps dans le logement social, c'était une contrainte réglementaire. Aujourd'hui, nous, dans nos logements labellisés, on a une salle avec une petite cuisine pour faire des événements et animer la vie de la résidence. Ça a un coût. Et aujourd'hui, ce n'est pas pris en charge. Donc, on a ces surcoûts. Puis ensuite, on apporte les services dont je vous parlais. Et vous connaissez très bien la réglementation HLM qui fait que nous ne pouvons pas faire payer ces services aux locataires. Donc, ce sont des services gratuits. Donc, nous les prenons en charge, nous, dans nos équilibres de gestion globaux. Ça veut dire convaincre les organismes, parce que je suppose qu'ils vous consultent, ils sont plusieurs à vous regarder faire et certainement avec intérêt, voire à reproduire le modèle. Ça veut dire qu'il faut quand même les convaincre qu'on travaille ici à long terme. Ça ne va pas être rentable tout de suite. C'est déjà un premier travail que vous avez à faire. Et de nouveaux services que vous envisagez de faire. Là, on est sur 2026, on va plus loin. Alors, en fait, comment les convaincre les autres d'abord ? Parce que vous pensez évidemment que ce serait bien que la règle s'étale à plusieurs. Bien sûr, pour les habitants, si tous les habitants de logements abordables en France pouvaient bénéficier de ces services-là, ce serait bien. Je n'ai pas évoqué la question d'une mutuelle pour nos locataires qui serait prise en charge par nous. Aujourd'hui, on a une assurance habitation solidaire sur laquelle le groupe Vive est opérateur, qui est proposé à nos locataires, ils prennent pas, mais qui est issu d'un groupe mutualiste de l'économie sociale et solidaire et qui permet d'avoir une assurance de qualité à un prix totalement concurrentiel. Donc ça fait partie des choses intéressantes. Donc effectivement, tout ce package qui apporte aussi du bien-être et de la sécurité pour les locataires, on se dit pourquoi il ne pourrait pas y avoir un package de cette nature-là pour tous les locataires HLM en France, bien entendu. Mais il faut accepter la complexité de cette mise en œuvre. Là, on est au démarrage de ces mises en œuvre. Donc, tous les systèmes ne sont pas totalement éprouvés. Et puis, le modèle économique est quand même assez tendu. Donc, nous, on veut continuer... Ça reste à démontrer, en fait. Voilà. Oui. Nous, on veut continuer à faire la démonstration que c'est utile, que les locataires sentent qu'ils sont chez un bailleur qui prend soin de leur santé et de leur bien-être. Et ensuite aussi, faire de l'influence pour pouvoir permettre que la réglementation évolue et qu'il puisse y avoir des offres de services complémentaires. Moi, il y a des associations de locataires et des locataires qui me disent « Mais Patrice, nous, à la rigueur, si c'est 4 ou 5 euros de plus par mois, peut-être pas tout le monde, mais nous, on pourrait les prendre en charge. Mais on aimerait bien que ce soit vous qui nous apportiez ces services. » Et nous, on dit « Ben oui, mais on n'a pas le droit de vous facturer ça. » Donc, on a un moment complexe où il faut qu'on puisse répondre à ça. Il y a aussi tout ce qui est
le milieu associatif, les fondations qui peuvent nous aider à financer, qui peuvent prendre en charge aussi des services gratuits. Donc on est dans un écosystème dans lequel on doit aller chercher des partenaires. Les collectivités sont un peu exsangues, mais elles nous aident souvent en financement. On a eu un financement très intéressant de la CG2LS, par exemple, sur une action en interbailleur sur le logement santé. Donc on a le soutien aussi du mouvement HLM. Donc je pense qu'on est au début d'un chemin. On dit souvent qu'on est des éclaireurs sur le sujet. On a été les pionniers du logement santé, on voudrait être des leaders assez prochainement, mais en tout cas, on veut éclairer la voie sur ce sujet-là. Oui, et vous sentez quand même des réticences, ou bien est-ce que les habitants, on peut compter sur la pression des habitants qui sont de plus en plus informés au fond de ces questions, et on parlait d'environnement, mais ils sont sensibles, donc on peut imaginer que dans les années à venir, ce soit eux qui réclament de nouveaux services ? Alors ça je l'espère. Alors c'est vrai que souvent, des habitants nous disent, attendez, nous, ce qu'on veut, c'est que l'ascenseur fonctionne. On ne vous demande pas de vous occuper de l'aide aux devoirs des enfants. Et ça, nous, on l'entend. Et pour autant, il y a que le parking soit éclairé ou ombragé. Et c'est ça ce qui est intéressant. C'est que nous, on part du principe qu'on fait un pas de côté avec la question de la santé, et ça va nous permettre de faire de la qualité de service augmentée. Et d'ailleurs, nos locataires, nos collaborateurs nous le disent. Et non, mais attendez, vous êtes gentils, là, on va s'occuper de choses, alors que les locataires vont nous dire, attendez, la porte, elle ne marche pas, l'ascenseur est en panne, et le chauffage ne fonctionne pas. Mais du coup, ça veut dire que chez nous, on prend conscience que ça, c'est pas acceptable. Donc, il faudra régler ça, et c'est pour ça que toutes nos sociétés, depuis quelques mois, toutes les sociétés du groupe Arcade sont labellisées sur la qualité de service. Et ça, c'était le socle à avoir en premier. Maintenant qu'on est labellisé sur ces sujets-là, on veut performer sur la qualité de service en disant, sur certains sujets, parce qu'un ascenseur qui est en panne, ça peut arriver partout. Moi, je suis dans une copropriété, j'ai eu 3 semaines sans ascenseur, j'habite au 7e. Bon, je montais, descendu mes escaliers, ça a été bon pour mon cœur. Ça arrive aussi, parce qu'on stigmatise le logement social, mais ça arrive aussi dans des copropriétés. En revanche, nous, on se dit, si dans l'immeuble dans lequel l'ascenseur est en panne, il y a une personne en fragilité et qui doit vraiment pouvoir sortir de chez elle, il faut qu'on puisse trouver des solutions. Et ces solutions existent. Donc on en fait une priorité. C'est ça le vrai sujet. Très difficile d'évaluer l'impact sur la santé. Comment vous demandez si, depuis que vous avez entrepris tout ça, la santé des habitants des HLM s'améliore, ou en tout cas qu'ils se ressentent... Parce qu'on a bien insisté sur les inégalités sociales, on a bien insisté sur leurs conditions de vie, sur leurs ressources, donc... On peut savoir ça, si ça s'est amélioré dans les... Alors ça, c'est très difficile logements dont vous vous occupez. C'est très difficile à documenter. Et en même temps, aujourd'hui, on a mis en place le label sur les logements neufs, les logements rénovation depuis 1 an. Et ce que l'on envisage, c'est maintenant que tous nos modes de gestion, tous les moments clés où on est en lien avec des locataires, la question de la santé soit prégnante pour nous. Et ce qu'on imagine dans notre plan stratégique, c'est que on puisse mettre en place un système d'évaluation qui nous permette effectivement, d'ici peut-être 2 ans déjà, avoir une première évaluation pour savoir si nos locataires ont le sentiment, vous savez, c'est comme la sécurité, il y a la vraie insécurité, le sentiment d'insécurité. Et nous, on voudrait que on va interroger nos locataires, est-ce qu'ils ont le sentiment qu'être logés dans un bailleur du groupe Arcade Vive, ça leur apporte une sécurité, un sentiment de bien-être. Peut-être qu'ils ont pu bénéficier de nos services ou qu'ils savent qu'ils pourraient en bénéficier en cas de difficulté et que ça les rassure. C'est plutôt sur ce vecteur-là qu'on va essayer de les entendre, de les écouter. On va faire des focus group et on va faire une enquête satisfaction sur ces sujets-là. Pour évaluer mieux là où vous en... On va aller plus loin que les enquêtes satisfaction, qualité de service qui sont faites dans le monde HLM et qui sont très très bien. Mais nous, on va pousser les curseurs en posant des questions sur avez-vous le sentiment d'avoir été pris en compte, que votre santé a été prise en compte, ou que si vous avez un problème de santé, votre bailleur a mis en place des dispositifs qui pourraient vous être utiles. Donc là, on est sur cette réflexion-là et des sujets d'ailleurs qu'on va travailler avec des chercheurs, avec des spécialistes du sujet pour être certains de poser les bonnes questions aux bonnes personnes pour essayer d'évaluer ça. Parce que si on ne le fait pas, si on n'évalue pas, on ne pourra pas aller chercher des partenaires, chercher des financeurs et faire changer les règles du jeu pour tous les bailleurs sociaux qui pourraient embarquer le même sujet du logement santé demain ou après-demain. La question de l'accessibilité au logement, alors vous avez parlé de l'ascenseur qui peut être en panne, cela arrive. Des escaliers plus ou moins... absolument, ça fait partie et ça fait partie des demandes aussi. Oui, alors après, c'est toujours la même chose, c'est de se dire, est-ce que tout le monde
doit pouvoir... Je pense aux personnes handicapées, mais ça peut être les familles avec des poussettes, ça peut être beaucoup de choses. Moi, ça m'a perturbé il y a une quinzaine d'années, quand j'étais directeur d'un organisme HLM en région Auvergne-Rhône-Alpes, où j'apprends qu'une famille avait un enfant qui avait subi une intervention chirurgicale lourde et qui ne pouvait plus monter dans sa chambre de son pavillon. Et les parents demandaient d'aménager dans le garage une chambre et que les équipes expliquaient que ce n'était pas possible parce que la réglementation ne le permettait pas, parce que c'était un T3, que ce n'était pas un T4. Voilà. C'est de se dire comment est-ce qu'on peut surmonter ce genre de problème, bien sûr. Et on a réussi à le faire, donc je pense que c'est possible, mais c'est là où on doit apporter notre réponse. C'est pas forcément dire à tout le monde on va traiter tous les problèmes de tout le monde sur tout le patrimoine, parce qu'on ne saura pas faire, mais quand il y a des situations particulières, de dire on a un dispositif d'urgence, de prise en compte particulier, et là on saura répondre à ces sujets-là. Ma toute dernière question, Patrice Tillier, avant de céder la place à Yankel Fijalkov, je suis sûre qu'il en aura beaucoup d'autres, vous avez beaucoup de remarques. Comme je l'ai dit, il connaît très bien ces sujets-là. Vous êtes quand même un groupe solide chez Arcadie. Vous avez financièrement une assise assez confortable pour avancer là-dessus. Et je reviens sur les autres organismes qui hésiteraient à se lancer. C'est quand même pas la même chose. Alors, il ne faut jamais dire qu'on est trop solide parce que l'État en tire des conséquences, des conclusions qui nous sont défavorables. Moi, je préfère le mot de robustesse. Voilà, je pense qu'on s'est inspiré d'un biologiste, Olivier Hamant, qui traite de la robustesse des organisations, et ça nous plaît énormément parce que partir du vivant pour faire une stratégie d'entreprise, c'est plutôt pas mal, surtout dans notre environnement. Et du coup, nous, ce qu'on vit, c'est la robustesse dans un monde qui va être de plus en plus, et on le voit aujourd'hui, capté ou amoindri par des polycrises. Ce que nous voulons, c'est être finalement stable à court terme et viable à long terme. Et voilà, donc c'est pas de la solidité, c'est de la robustesse, mais ça veut dire aussi, avec nos équipes, avec nos partenaires, dans des écosystèmes de coopération durable, avoir la capacité à mener nos activités en toute humilité et coopération. On croit beaucoup à ça, avec un fort ancrage territorial. Merci beaucoup, Patrice Tillier. Je cède ma place à Yankel Fijalkov. Je pense qu'il a beaucoup d'autres questions pour vous, en tout cas des remarques sur un sujet, encore une fois, qu'il connaît bien. Merci. Merci. C'est donc la deuxième partie de notre émission. Votre discutant, Patrice Tillier, il s'agit de Yankel Fijalkov, que nous ne vous présentons pas, vous le connaissez, je pense, urbaniste et sociologue, auteur d'une sociologie du logement qui a fait beaucoup parler dans le milieu, qui est paru à l'édition de La Découverte, se posant la question à comment le logement est produit, distribué, que signifie habiter, cohabiter, les mesures aussi d'urbanisme durable à prendre, enfin beaucoup d'autres textes. Et puis j'aimerais citer aussi Récit de la ville malade, paru en 2021, soit après le Covid, sujet qui passionne, je le sais, Yankel Fijalkov. Et enfin, dans la revue Géographie et Culture, Habitat, les micro-espaces de la santé, celui-ci est récent, aussi 2024. Yankel Fijalkov, à vous. Oui, bonjour. Bonjour Patrice Tillier, enchanté de faire votre connaissance et de rencontrer la tête du groupe Arcade de Vivre, sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler sur certains petits immeubles, petits groupes. J'y reviendrai. Je voudrais revenir justement sur ces fameux récits de la ville malade, puisqu'en fait, je suis passionné depuis très longtemps sur les questions de santé et d'habitat, et ce qui est vraiment à la naissance de la question du logement social, c'est effectivement la santé. Nous sommes des héritiers, des hygiénistes qui ont abordé et qui ont développé des normes, l'air, la lumière, la chaleur. Au départ, ils ne voulaient pas faire de labels. Ils voulaient tout simplement que l'État porte des normes, et ils y ont réussi en partie à effectivement réglementer au moins les conditions minimales de santé publique, comme on disait à l'époque, pour effectivement faire un logement qui était pour eux un logement de qualité. Et aujourd'hui, on constate plutôt que les organismes ont plutôt tendance à développer des labels, des certifications, plutôt que de faire appel à l'appareil réglementaire de l'État. Et donc, je vais vous poser d'abord une première question, c'est
Est-ce que c'est une stratégie spécifique ou est-ce que c'est finalement du pragmatisme que de développer un label avec 40 engagements puisque c'est, je crois, le fameux tableau des 40 engagements qui fait foi de label Mon Habitat Santé. Merci pour cette question vraiment, vraiment importante. Je crois que, en fait, c'est l'histoire du logement social en France qui fait que je crois qu'assez souvent, il a été précurseur et qu'ensuite, les normes ont suivi. Et quand c'est pas comme ça, d'ailleurs, c'est assez regrettable que ce soit des normes qui interviennent sans que des acteurs aussi importants que nous aient été sollicités ou dans la coproduction de la norme qui répond parfois à des enjeux plus politiques et peut-être du moment et pas forcément sur la durée. Donc je crois quand même au fait qu'avec les labels qui ont été portés d'ailleurs collectivement au sein de l'Union HLM et aussi par certains opérateurs, et c'est ce que l'on fait nous, on pousse les feux sur certains sujets. Donc c'est une question, je le disais tout à l'heure à Dominique Rousset, c'est comment être un éclaireur sur ces sujets-là. Si aujourd'hui, je ne crée pas le label, je n'ai pas ces éléments de langage que je peux porter auprès des habitants, auprès des élus. Je vous ai raconté l'histoire d'un élu de l'agglomération de Montpellier. C'est parce que j'ai construit sur sa commune un immeuble labellisé. Et il me dit, moi, prochain mandat, j'en veux 2 autres. Mais c'est parce qu'il y a eu le label qu'au bout du compte, il a compris quelle était notre proposition de service, et il nous dit moi ça m'intéresse plus que quelqu'un qui me dit juste je vais faire 40 logements sociaux et c'est uniquement ça. Vous avez un véritable projet qui est intéressant pour mes habitants. Donc je crois quand même à la qualité du label. L'idée c'est que le label, il y a un jour, on espère, on n'en aura plus besoin parce que ce sera rentré dans les modes de fonctionnement des organismes et du coup il n'y aura plus besoin de valoriser par un label ce que nous faisons. Mais je pense que dans ce temps d'éclairage, de pionnier, il nous faut avoir ça pour bien identifier notre promesse de valeur complémentaire. Donc c'est finalement une sorte d'anticipation que vous proposez. Et alors, maintenant je prends un petit peu ma casquette de sociologue du contemporain, puisque j'ai fait un petit pas dans l'histoire. Et quand on pose la question aux habitants en leur disant écoutez, on essaye de mettre en relation et de voir comment vous mettez en relation l'habitat et la santé, on s'aperçoit que les habitants n'ont pas toujours conscience de la relation. Ils disent écoutez, moi j'ai des rhumatismes, ça n'a rien à voir avec mon habitat. Et alors je me suis demandé si vous aviez rencontré ce type de réflexion et comment vous faites connaître à vos locataires le label Habitat Santé. Alors bien entendu, des locataires nous disent j'ai pas besoin de vous pour ça, et est-ce que vous allez me proposer en fait un médecin au pied d'immeuble? Et non, c'est pas ça le projet. Donc, mais c'est de dire vous pouvez être acteur de votre propre santé et nous voulons promouvoir un logement qui protège. Et c'est à ce titre-là où on va parler de la question de l'alimentation, de la question du soutien psychologique qu'on peut apporter, de la question de la sortie de l'isolement par ce soutien psychologique et de l'animation en résidence. Tous ces éléments-là. Et c'est par ce truchement-là qu'on va leur faire prendre conscience qu'ils peuvent être acteurs de l'amélioration de leur santé ou de leur bien-être avec l'accompagnement du bailleur et de l'écosystème local qui est absolument déterminant, la collectivité et des associations. Oui. Et alors, ce qu'on a rencontré aussi sur le terrain, alors c'est cette forme de scepticisme des habitants. De quoi se mêle mon bailleur finalement ? Et aussi, finalement, si je puis me permettre, j'ai trouvé ça très courageux de la part d'Arcade Vive d'ouvrir effectivement la boîte. La santé est une espèce de boîte de Pandore, parce que quand on parle de santé, on parle de santé en termes de bien-être physique, mais aussi mental. Mais le physique n'est jamais trop éloigné du mental, donc on est vraiment dans la boîte de Pandore. Et vous vous retrouvez confronté souvent, nous on a fait aussi des focus group avec des habitants, et parfois le bailleur se trouvait très très exposé aux critiques des habitants en disant écoutez, vous avez des engagements Mon Habitat Santé, mais il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci, il y a cela qui ne fonctionne pas.
Et donc, c'est particulièrement courageux de développer un label en temps de crise, en temps de difficultés financières des ménages, de difficultés en termes thermiques, aussi bien dans le chaud que dans le froid. Comment vous entretenez cette relation avec les locataires ? Déjà, merci de reconnaître que c'est courageux. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est audacieux. Et je pense que l'audace, c'est nous. Et le courage, c'est nos collaborateurs, c'est aussi nous, parce que c'est eux qui sont confrontés aux habitants qui disent « Attendez, vous nous faites des promesses sur plein de sujets, et puis effectivement, le chauffage ne marche pas, l'eau chaude ne fonctionne pas, il fait trop chaud dans nos logements, et donc vous ne vous préoccupez pas de ces sujets-là. » Donc effectivement, il y a du courage et de l'audace, mais ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas y aller. En tout cas, nous, à un moment, on s'est dit, on va quand même y aller. On ne va pas régler tous les problèmes et on n'a pas vocation à mettre un médecin en pied d'immeuble. Et en même temps, c'est pas ça qu'on veut apporter comme réponse. Pour autant, par exemple, à Orléans, France-Loire, une filiale de notre groupe que vous connaissez, fait une fois par an le Festival de la Santé dans un quartier d'habitat social pendant une journée, un samedi, avec des dizaines de praticiens de la santé dans des sujets différents. Et tous les habitants descendent, faire un peu de cardio-training, faire prendre leur tension, travailler avec une diététicienne sur tiens, est-ce que je pourrais améliorer la manière de faire à manger à mes enfants ou la mienne. Donc ça c'est intéressant. Puis, un autre exemple, par exemple, en région Île-de-France, dans des pensions de famille, avec les mutuelles du groupe Vive, on vient à domicile chez les personnes résidentes pour faire le contrôle de l'audition et de la vue. C'est-à-dire que ces gens-là ne vont pas aller chez l'opticien, ne vont pas aller chez l'ophtalmo, ils ne vont pas rentrer dans une boutique pour se faire appareiller. Nous, on vient à domicile, pris en charge par les mutuelles, ça fait partie de leur engagement mutualiste. On vient individuellement rencontrer chaque habitant pour vérifier s'ils ne sont pas dans un surisolement par le fait qu'ils ont un problème d'audition ou de vue et que du coup, ils restent chez eux à cause de ça. Et du coup, on leur propose l'appareillage dans des conditions qui sont prises en charge par les mutuelles. C'est ça aussi, le logement santé. Alors, c'est vrai que c'est des exemples que je vous donne comme ça qui ne font pas forcément... qui ne résonnent pas dans l'intérêt de tout le monde. Tout le monde n'a pas besoin de ça, forcément. En tout cas, nous, on se dit que dans des moments critiques, avec des survulnérabilités, on l'a évoqué tout à l'heure avec Dominique Rousset, il y a double vulnérabilité économique et de santé, et on fait en sorte d'intervenir sur ces locataires-là, en priorité, sur des sujets qui sont importants pour nous, pour leur bien-être. Oui, mais alors, je refais un pas d'histoire. Autrefois, dans l'habitat social, on incluait des programmes pour les dispensaires, par exemple. Les dispensaires étaient parfois communaux, bien entendu. Mais bon, c'était quand même des locaux mis à disposition de la commune. Et là, est-ce que finalement, on revient... Et on avait dénoncé ça comme étant une espèce de paternalisme. Est-ce qu'on n'est pas en train de revenir à une espèce de paternalisme aussi ? Je vous taquine un petit peu. Alors, je ne sais pas si c'est du paternalisme. En tout cas, je peux donner l'exemple de notre société Evolea à Moulins, par exemple, qui a racheté un bricot-dépôt, vous voyez ce que c'est, et a démoli et a fait à la place des logements et un centre d'hébergement pour jeunes alternants et une maison de santé gérée par la MGEN. Tout ça en face du CHU de Moulins. Ça veut dire qu'on désengorge les urgences du CHU avec notre maison de santé, et en même temps, cette maison de santé est à quelques pas de nos logements. Alors, c'est peut-être du paternalisme. Moi, j'y vois du service public augmenté, je vois du service bailleur augmenté, de la qualité de service augmentée, à la fois pour les habitants du territoire qui ont une offre médicale complémentaire, et à la fois pour nos locataires qui ont cette offre de proximité. Oui, alors vous parlez d'un logement qui protège. Moi, je parlerais plutôt, comme sociologue, d'un habitat qui permet ou qui ne permet pas un certain nombre de choses. Qu'est-ce que le logement qui protège permet pour vous ? Qu'est-ce qu'il doit permettre ? Il doit permettre une certaine sérénité. C'est à la fois de se dire, si je suis malade, si j'ai une maladie chronique, si j'ai un accident qui fait... Parce qu'on pense souvent à des affections durables et graves, mais
Ça nous est peut-être arrivé, ça m'est arrivé d'avoir un accident de ski et d'être immobilisé avec un plâtre. Voilà, et comment on fait pour monter les escaliers, c'est quand même très, très, très handicapant et très difficile. Et c'est de se dire, voilà, il y a aussi des moments de la vie où on a besoin d'un soutien. Et de se dire comment nos locataires peuvent, à un moment de leur vie, pour des raisons différentes, alerter le bailleur en disant, voilà, cette problématique-là, comment vous pouvez la prendre en charge ? On n'aura pas des solutions pour tout le monde. Mais en tout cas, on sera attentif, on accueillera la demande et on essaiera de trouver les meilleures solutions. Nous, on se dit clairement que dans l'avenir, ce que l'on vise, après les labels qu'on a évoqués avec Dominique Rousset, c'est-à-dire à la fois sur le logement neuf et la réhabilitation, l'idée, c'est de faire en sorte que l'organisme HLM lui-même soit labellisé. On vise labelliser nos organismes HLM d'ici 2030, c'est-à-dire que tous nos processus ont une dimension logement santé. Et une demande de mutation d'une personne qui demande une mutation de logement social pour une raison de santé, chez nous, elle deviendra prioritaire. Et on mettra tout en œuvre pour trouver la solution la plus adaptée. On vérifiera bien entendu que la demande est légitime. Mais si elle est légitime, on aura des dispositifs particuliers pour y répondre. Aujourd'hui, j'avais dit, faut se lire, c'est peut-être un des échecs du logement social globalement. Vous avez évoqué à juste titre la question du démarrage du logement social avec la vision hygiéniste, notamment sur la qualité de l'air dans le logement et l'humidité dans les logements. On n'est pas très très bon sur ces sujets-là. On ne l'est toujours pas en 2026. Ça, je peux en témoigner et je crois que la littérature est suffisante et les contacts avec les locataires, les amicales de locataires peuvent nous le dire. Ça peut avoir... Alors, c'est désagréable d'avoir de l'humidité chez soi, certes. Pour autant, il y a des familles qui ont soit un nourrisson, soit une personne très âgée, ou quelqu'un qui a des problèmes respiratoires, une affection particulière, qui font que cette situation d'un air vicié peut être problématique. Et ben, dans le groupe Arcade Vive, on va mettre en place un dispositif d'urgence pour traiter ça en disant « ça n'est pas possible ». On vérifiera que ce dysfonctionnement technique a un impact. S'il n'a pas trop d'impact, parce que c'est juste un impact, c'est désagréable pour l'habitant. Mais si ça peut avoir un impact sur sa santé, à ce moment-là, on aura un dispositif particulier. Donc, on va essayer de trouver les points d'appui sur lesquels, dans certaines situations, on traitera en urgence les problèmes de santé et on fera des propositions aux locataires qui pourront aller jusqu'à des mutations urgentes. J'évoquais, puisque ça m'a été posé comme questionnement chez un autre bailleur d'une personne qui est en étage élevé dans une tour de la région parisienne et qui doit aller faire des dialyses toutes les semaines. Son ascenseur tombe en panne régulièrement et le bailleur ne répond pas à sa demande de mutation accélérée alors qu'il a un vrai problème de vie. Donc moi, j'étais alerté, on va essayer de trouver une solution. Ce qui n'est pas simple, mais ce sont des situations qu'il faut traiter de manière urgente. Oui. Et les situations de santé, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, sont finalement des situations dans lesquelles les personnes sont en difficulté de maîtriser leur espace. On parlait de qualité de l'air. Et effectivement, c'est des questions qu'on a rencontrées, la question de l'humidité, la question de la gestion des équipements, comme les VMC, comme les VMC double flux, qui posent beaucoup de questions aux locataires qui ne comprennent pas comment ça fonctionne, qui prennent ça pour de la climatisation. Bref, est-ce que on peut améliorer le sentiment de maîtriser son espace? Le sentiment de maîtriser son espace, c'est aussi la sécurité. Je pense que la sécurité n'est pas un mot tabou, mais au contraire, dans le sens de maîtriser son espace, ça a tout de suite un sens positif. Mais ça veut dire aussi savoir maîtriser les équipements, savoir comment fonctionnent ces équipements nouveaux. Et finalement, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, dans le cadre d'une perspective sur la santé, à aider les locataires et les techniciens à dialoguer dans des espaces pédagogiques? Oui, alors pour avoir mis en place des appartements pédagogiques en région lyonnaise il y a presque une quinzaine d'années, je crois beaucoup à ça. D'autant plus, vous avez raison, que les équipements sont devenus de plus en plus compliqués à mettre en œuvre. Donc à la fois, il faut aussi qu'on se pose la question de l'intérêt de cette technicité
et de cette complexité. Est-ce qu'on peut apporter le même confort avec un outillage plus simple et ça, là, on voit aussi les effets des normes. Les normes de construction imposent des équipements qui deviennent de plus en plus compliqués pour les locataires, et pour autant, on essaie de leur apporter des éléments de confort supplémentaires, et parfois, ce sont des équipements qui leur permettent aussi d'avoir moins de consommation et de garder du pouvoir d'achat pour d'autres choses que les charges liées au logement. Donc, il y a une vraie question. Et du coup, il ne faut pas qu'on appauvrisse le logement, il ne faut pas qu'on appauvrisse l'espace. Et effectivement, il y a un moment de pédagogie. C'est pour ça que nous, dans nos logements labellisés Logement Santé, on a un espace commun en pied d'immeuble pour pouvoir avoir des endroits de discussion. Et c'est aussi le moment où on peut échanger avec les habitants sur des difficultés qu'ils pourraient connaître, notamment de maîtrise de leurs équipements. Et c'est là que je voulais en venir, justement. C'est justement là que je voulais en venir, c'est-à-dire effectivement ces espaces communs. Autrefois, nous avions les locaux collectifs résidentiels, mais malheureusement, on n'a pas toujours trouvé des affectations qu'il fallait, et se sont retrouvés des locaux non affectés ou affectés par des associations extérieures. Là, je crois qu'on est en train de retrouver ces espaces communs avec le label Habitat Santé, et j'ai pu constater sur le terrain que c'était vraiment quelque chose d'absolument vital pour les habitants. Est-ce qu'on peut se passer de ces espaces communs? Parce que j'ai entendu dire oh oui, mais bon, on pourrait faire du label Habitat Santé sans faire ces espaces communs. Est-ce que vraiment c'est une stratégie, ou est-ce que mes oreilles ont sifflé à tort? Je pense que nous, on cherche à être pragmatique. Parce qu'on est des éclaireurs, on se dit, en éclairant, on peut aller sur une mauvaise voie. Parce qu'on éclaire plutôt quand on est dans la nuit, avec notre lampe torche, là, et on part sur des chemins qui sont peut-être pas les bons. Donc, on rectifie. Donc, c'est ça la question. Dominique Roux s'est posé la question de l'environnement économique, de la faisabilité économique de nos projets. Effectivement, quand on fait des escaliers très larges, ouverts sur l'extérieur, avec des menuiseries, du coup, ce qui coûte cher, des menuiseries, il vaut mieux faire tout en béton. Quand on fait un local vélo, parce que nous, le local vélo, il n'est pas au 3e étage du sous-sol, entre les poubelles et un local technique. Il doit être à proximité pour aider et favoriser et multiplier l'usage des modes de déplacement doux. Donc, tout ça, ça fait que l'immeuble finit par nous coûter beaucoup plus cher. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir la tentation de dire finalement, est-ce qu'il ne faut pas renoncer à tel et tel point du label? Donc ça, c'est des sujets, mais le comité de labellisation, il est fait avec des professionnels, c'est pas nous, on s'auto-labellise pas, et sur ces sujets-là, ils n'ont pas l'intention de revenir dessus. D'ailleurs, donc moi je crois que c'est important, mais il faut que la question soit posée, parce qu'au bout du compte, je fais un logement santé qui est à 200 mètres de la mairie, où il y a des locaux associatifs. Enfin, quel est l'intérêt de surenchérir le projet immobilier au détriment d'une autre chose qui pourrait être faite sur le même territoire, alors qu'il y a la capacité de mobiliser une salle à côté? Donc c'est ça où on n'a pas encore répondu. Pour l'instant, c'est dans le schéma du label, mais en tout cas, sur tous les éléments de label, on se dit, on doit pouvoir les interroger. Juste sur la qualité de l'air. Dans le label, sur les 40 propositions, il y a « vous pouvez » ou pas installer des brasseurs d'air. Avec le groupe Vive, on se dit, en fait, il faudrait avoir un indicateur d'îlot de chaleur. Et quand on fait un logement labellisé logement santé dans un îlot de chaleur urbain, c'est pas optionnel. Les brasseurs d'air sont obligatoires. Je pense qu'on sera le premier bailleur à faire ça. Et on est quasiment à 2 doigts de valider le fait que... Alors, il faut qu'on travaille sur la question comment j'identifie l'îlot de chaleur. Mais aujourd'hui, on voit qu'on peut cartographier ces sujets-là avec des bases de données météorologiques ou autres. Et on pourra dire, sur ces secteurs-là, on contraindra la pose de brasseurs d'air dans les logements neufs labellisés, parce qu'on ne peut pas dire qu'on fait du logement santé dans une ville où il fait très chaud. Je pense à Nîmes, par exemple, dans des environnements extrêmement urbains dans lesquels il fait très très chaud, dans le quartier, dans la rue, dans l'appartement. Oui, mais alors est-ce qu'on va apprendre aux habitants qu'est-ce que c'est qu'un brasseur d'air et comment ça fonctionne? Et est-ce qu'il va y avoir un dialogue entre les techniciens? Le dialogue de sourds auquel on assiste quand même, c'est les techniciens nous disent les habitants sont des idiots, ils n'ont pas compris. Okay. On est tous on leur a expliqué, on leur a pourtant expliqué.
et ils bouchent les systèmes d'aération. Et de l'autre côté, on a les habitants qui nous disent « Mais attendez, mais j'ai des acouphènes, mais j'en peux plus de ces sifflements. Est-ce qu'il n'y a pas, aujourd'hui, dans ces espèces de salles communes, de chambres communes, et bon, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand vous dites « Oui, mais il y a une salle, un centre d'animation à côté. » Non, parce qu'un immeuble, c'est une entité, c'est une individualité. Quand on discute avec les gardiens, et nous, on commence les entretiens avec les gardiens, avant de faire des focus group, des entretiens individuels, des entretiens collectifs, eh bien, quand on discute avec les gardiens, ce sont des très bons sociologues, les gardiens, et les gardiennes aussi, d'ailleurs, et c'est une personnalité, un immeuble. Et donc, déplacer le centre de discussion ailleurs, c'est autre chose. Même si par ailleurs, il pourrait y avoir des voisins qui viennent dans votre salle commune. Et ça aussi, on a vu ça dans des immeubles de la périphérie parisienne. Mais ça, j'entends, Yankel, et la ville désirable, c'est... Non, mais le paradis, on ne le fera pas aujourd'hui. Ah, mais... d'accord. On est d'accord là-dessus, moi. Oui. Mais c'est pour ça que sur cette question où est-ce que les locaux en pied d'immeuble, on continue à les maintenir comme étant le centre névralgique, le cœur battant de l'animation, pour nous, on y croit. Si on l'a mis dans le label, c'est parce qu'on y croyait. Donc, pour autant, aujourd'hui, on se dit on ne doit pas s'exonérer d'une réflexion sur le sujet. Et votre réponse, elle contribue au questionnement, parce qu'en même temps, en déplaçant, par exemple, dans des locaux municipaux, on déplace aussi la responsabilité auprès du maire, finalement. Et nous, on se dédouane un peu de la médiation avec les habitants. Quand on fait une médiation avec les habitants dans nos locaux, dans leur immeuble, ça n'a pas la même valeur que si on va le faire chez un tiers. Donc ça je l'entends parfaitement. Absolument. Et ce dialogue entre techniciens, parce que vous parlez du personnel qui est mobilisé sur la question de la santé, mais dans le personnel des organismes HLM, il y a beaucoup de métiers. Il y a les métiers de gestion, il y a les métiers de maîtrise d'ouvrage, il y a les métiers techniques. Comment instaurer un espace de dialogue entre tout ça et avec les locataires ou les accédants Je pense que c'est un petit peu, finalement, on boucle la boucle de l'introduction avec Dominique Rousset, c'est-à-dire et les collaborateurs dans tout ça et le lien avec les habitants. Et en fait, le logement santé, c'est qui n'est pas intéressé par le sujet de sa santé ou la santé de ses proches. Et c'est ce point-là où on va réunir finalement tous nos collaborateurs qui comprennent bien pourquoi on veut faire ça. Après, il y a la question du comment, mais en tout cas, ils comprennent le pourquoi, ce qui finalement fait leur engagement dans l'entreprise et en lien avec les habitants. Donc je pense qu'on y arrive parce que ce sujet-là intéresse tout le monde. C'est pas abstrait, la santé. Voilà. C'est très concret. C'est très concret. Et justement, je voulais rentrer un petit peu dans le concret. Je suis enseignant en école d'architecture. Est-ce que il y a quelque chose comme une réflexion ou un début de réflexion que nous devrions mener sur le design et sur les espaces particulièrement propices ou pas et favorables à la santé? Je pense que on est à quelques jours des élections municipales. De plus en plus d'élus se posent la question de l'urbanisme de la santé. Vous avez travaillé sur ce sujet-là. Oui. Moi, je crois beaucoup à ça. Je pense que l'urbanisme de la santé, c'est comment faire la ville, fabriquer la ville qui protège et qui soit bonne pour la santé. Et nous, on essaie de développer des solutions logement, bâti et services à ce sujet-là. Donc, inévitablement, les choses vont se rencontrer. Et du coup, on a besoin de penseurs, de chercheurs, d'architectes sur ces sujets en disant la conception, le design de l'immeuble, des parties communes, des logements, des aménités urbaines autour peuvent favoriser ça. On évoquait des espaces verts, ça en fait partie absolument. Oui, c'est aussi ça. C'est aussi, par exemple, les espaces traversants. Absolument. Voilà. Et écoutez, je crois qu'on est d'accord sur l'idée que finalement, il y a beaucoup de choses à faire encore en termes d'habitat santé, mais que nous sommes sur le bon chemin. Absolument. Merci à vous. Merci beaucoup Yankel Fijalko, merci à Patrice Tillet pour cet échange tout à fait riche. Et nous nous retrouvons pour une prochaine émission très bientôt. On a donc parlé aujourd'hui de santé et on en est bien content. Merci encore.